Dans l'immensité du Sahara, on ne croise pas grand-chose. Les dunes s'étendent à perte de vue, le soleil brûle, le vent soulève des nuages de sable et sur les quelques pistes praticables, seuls les marchands berbères et le pas des dromadaires viennent briser le silence du désert. Mais en 1324, un cortège est venu bousculer ce silence. Des centaines, voire des milliers de chameaux tirent des caravanes en plein cœur du Sahara. Des serviteurs, des esclaves et des soldats encadrent cette étrange procession. On raconte qu'ils sont plus de 60 000. Et parmi eux se trouve un homme. Drapé dans des étoffes d'or, tous les regards se tournent vers lui. Partout où il passe, les foules s'attroupent. On raconte qu'il distribue de l'or au point de déstabiliser les économies de régions tout entières. Cet homme, c'est Mansa Moussa, le roi des rois, en route pour son pèlerinage à la Mecque. Et derrière Mansa Moussa se trouve un empire tellement vaste et tellement riche que les rois européens entendront bientôt parler de lui. Un empire africain, l'empire du Mali. Pourtant, qui s'en souvient ? Quand on évoque le Moyen-Âge, on pense aux croisades, à la peste noire, à la guerre de 100 ans, mais qui pense au Mali ? Quand on évoque le Moyen-Âge, on pense à Charlemagne, à Gengis Khan, à Richard Cœur de Lion, mais qui pense à Mansa Moussa ? Pourtant, on parle là du plus grand empire africain de son temps. Il s'étend des côtes atlantiques à l'ouest, aux rives du fleuve Niger à l'est, du Sahara au nord, à la forêt équatoriale du golfe de Guinée au sud. Aujourd'hui, je te raconte son histoire, de sa fondation dans les steppes du Sahel à son âge d'or sous Mansa Moussa, jusqu'à son déclin progressif au XVe siècle. Une histoire de conquête, de richesses inimaginables, de luttes internes, une histoire souvent oubliée. Alors installe-toi bien, voici l'histoire incroyable de l'Empire du Mali. Alors avant de plonger dans ce récit, il faut mettre le point sur un élément important. L'histoire de l'Empire du Mali, elle n'est pas aussi documentée que les royaumes européens ou asiatiques. Les sources écrites sont rares et viennent souvent de l'extérieur. Aujourd'hui, les principales sources qui sont venues jusqu'à nous, elles viennent d'auteurs arabes, de chroniqueurs comme Ibn Khaldoun ou Al-Oumari, ou du voyageur Ibn Battuta, un auteur marocain qui a passé plusieurs mois dans l'Empire du Mali. Et si l'Afrique subsaharienne a produit moins de textes écrits qu'en Europe ou en Asie, c'est pas du tout par manque d'érudition, mais parce que culturellement, la tradition de la transmission du savoir était orale, un peu comme les Vikings. L'histoire se transmettait par la parole, par les griots, ces poètes conteurs et gardiens de la mémoire. Et pour les historiens, ces récits sont à la fois précieux et en même temps tellement difficiles. Précieux parce qu'ils permettent de garder vivante la mémoire d'une histoire qui est écrite nulle part ailleurs, mais difficile parce que ces histoires se sont modifiées avec le temps, ce qui rend la frontière entre le réel et le mythique extrêmement fine. En clair, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, elle n'est pas exhaustive. Elle ne se compose pas de dates gravées dans le marbre. C'est une histoire reconstituée à partir de fragments laissés par les griots, les auteurs arabes ou les recherches archéologiques plus récentes. Mais c'est ça aussi qui la rend fascinante. C'est une histoire qui a traversé le temps par la voix des hommes et qui résonne encore aujourd'hui. L'histoire de l'Empire du Mali commence d'ailleurs avec un personnage presque mythique à la frontière entre le réel et la légende. Elle commence avec un homme, Soundiata Keita. Mais pour bien comprendre ce personnage, il faut d'abord imaginer le monde dans lequel il émerge. Notre histoire commence donc au XIIe siècle. L'Afrique subsaharienne est alors un véritable carrefour commercial. À cette époque, le Sahara est traversé par de nombreuses routes reliant les royaumes d'Afrique de l'Ouest aux cités marchandes du Maghreb. Chaque jour, des caravanes entières s'y engagent, chargées de sel, d'or, d'ivoire ou d'esclaves. Au sud du désert, la région du Sahel est alors une mosaïque de peuples et de royaumes, parfois alliés, mais souvent rivaux. Soninké, Peul, Malinké, Soso, chaque peuple a ses traditions, ses alliances et ses rivalités. Et c'est dans ce contexte trouble qu'émerge d'abord le royaume du Ghana, l'un des plus anciens royaumes d'Afrique de l'Ouest. À son apogée au Xe siècle, ce royaume dominait le commerce transsaharien grâce à ses mines d'or et grâce au contrôle des routes commerciales. Mais au XIe siècle, le Ghana est déjà sur le déclin. Fragilisé par des rivalités internes, le royaume voit même sa capitale être conquise en 1076 par les Almoravides, une dynastie berbère qui régnait sur les territoires actuels du Maroc et de l'Espagne. Bon, face à ce déclin, un nouveau royaume prend alors de l'importance. C'est le royaume de Soso, qui est dirigé par le clan des Kanté. Vers 1200, le jeune Soumaoro Kanté est désigné pour devenir roi à la place de son père. Bon, les récits des griots africains le décrivent comme un roi redoutable, un roi cruel, qui est même doté de pouvoirs magiques. Il rêve d'étendre son royaume dans toute la région et mène pour cela une politique de conquête violente.
Soumaoro attaque les royaumes voisins les uns après les autres et il ravage ce qu'il reste du royaume du Ghana. Mais pour consolider son pouvoir, le royaume du Soso a besoin d'or. Et il décide donc de s'emparer des mines d'or qui se trouvent sur le territoire du Mandé, qui est une région au sud du Mali actuel. Peuplé par l'ethnie malinké, ce territoire n'est alors qu'un ensemble de clans et de petites chefferies rivales dirigées par des chasseurs islamisés. Sauf qu'après avoir soumis le Mandé, Soumaoro doit faire face à l'hostilité de ses habitants. Et c'est dans ce contexte précisément qu'un jeune prince prend progressivement la tête de la résistance. Ce prince, c'est Soundiata Keita, l'enfant du destin. Tiens, je profite de la fermeture de chapitre 1 parce que si t'es fan d'histoire, le sponsor de cette vidéo risque de te plaire énormément. Je veux te parler de Philae. En gros, sur Philae, tu peux créer gratuitement ton arbre généalogique et remonter facilement le fil de ton histoire familiale à partir de millions d'archives. Et pour ça, ils utilisent les actes d'état civil, les archives militaires, les recensements et même les tables de succession et d'absence pour les décès du début du XXe siècle. Et je te promets, c'est incroyable. Regarde un peu tout ce que j'ai pu faire. Déjà, la taille de cet arbre est gigantesque et en le construisant, j'ai pu remonter jusqu'au XVIIe siècle. Et j'ai appris par exemple que j'avais comme ancêtre Louis Bonduel, qui est le fondateur du groupe Bonduel. Et dans une autre branche, j'ai comme ancêtre Prosper Desrôdes, qui est ancien président du tribunal de commerce et chevalier de la Légion d'honneur. Ce que j'ai particulièrement adoré, c'est que le site fait une bonne partie du boulot pour toi. Il reconnaît les noms, les lieux, les dates et il te propose directement des correspondances. En gros, Philae, c'est un peu le Sherlock Holmes de ta famille. Alors toi aussi, crée ton arbre gratuitement et si tu veux aller plus loin et accéder comme moi à toutes les archives en illimité, j'ai un code promo exclusif César35 et il te donne 49 € de réduction sur l'abonnement annuel, donc 35,99 € au lieu de 84,99 € la première année. Le lien est tout en haut de la description comme d'habitude et franchement n'hésite pas, c'est incroyable. Bon, pour reprendre son histoire, Soundiata Keita naît à la fin du XIIe siècle dans une famille royale du Mandé. C'est le fils d'un roi, mais son destin semble compromis dès sa naissance. Parce que selon la tradition orale, Soundiata est né faible, les jambes paralysées, incapable de marcher. Il est méprisé par ses frères, humilié pour son handicap. Mais Soundiata n'est pas un enfant comme les autres. Toujours selon la tradition orale, à l'âge de 7 ans, il aurait réussi à se tenir debout pour la première fois et il aurait retrouvé l'usage de ses jambes après avoir touché un bâton royal. Bon, cette image entre histoire et légende, elle est restée comme le symbole de sa vocation, celle d'un prince capable de dépasser sa condition pour mener son peuple. Pourtant, quand son père meurt, Soundiata n'est pas choisi pour lui succéder. Sa faiblesse passée le discrédite et son demi-frère, devenu roi à sa place, le pousse lui et sa mère à l'exil. Et c'est précisément dans cet exil qu'il grandit, qu'il apprend et qu'il forge son caractère. Mais pendant ce temps, dans le Mandé, la menace s'intensifie. L'oppression de Soumaoro devient peu à peu insupportable pour les Malinké. Ils se souviennent alors de l'enfant boiteux, devenu homme, le prince promis. Soundiata est rappelé de son exil pour prendre la tête de la résistance face au royaume du Soso. Et c'est ici que l'histoire bascule. En fait, très vite, le jeune prince devient très populaire et il fédère autour de lui les forces de différents royaumes en lutte contre Soumaoro. Et les deux camps s'affrontent finalement en 1235 lors de la bataille de Kirina. Mais selon la légende, Soumaoro serait invincible, protégé par la magie. Mais Soundiata parvient à découvrir son point faible et il blesse le roi du Soso grâce à une flèche munie d'un ergot de coq blanc, la seule arme pouvant contrer sa magie. Blessé, Soumaoro s'enfuit alors et disparaît finalement dans les montagnes. La victoire de Soundiata est totale et de cette victoire naît un véritable empire. Bon, après ce succès retentissant, les clans et les royaumes du Mandé, jusque-là dispersés, s'unissent sous une même autorité et prêtent allégeance au nouvel homme fort de la région. Soundiata se fait attribuer le titre de Mansa, le roi des rois en malinké. Mais le nouveau Mansa sait une chose, l'unité des clans, si durement acquise, reste fragile. Après avoir mené une longue guerre, il fallait absolument éviter que tout ne s'effondre et que la région retombe dans les vieilles rivalités. Tout simplement pour transformer sa victoire en empire durable. Soundiata doit donc fixer des règles claires. Et pour cela, il convoque une grande assemblée. Il réunit les chefs de clan, les notables, les guerriers et les griots et fait proclamer ce qu'on appelle le Kurukan Funga, ou bien la charte du Mandé. Bon, il s'agit en gros d'une constitution orale qui fixe les droits et les devoirs dans différentes castes et qui définit les principes de justice et de succession au sein du nouvel empire. Une fois les bases d'un état structuré posées, l'empire du Mali s'étend rapidement.
Reprenant les principes établis par le royaume de Sosso, Sundiata lance la formation d'un empire puissant en soumettant les royaumes voisins. Il conquiert par exemple ce qu'il reste du territoire du royaume du Ghana déclinant, notamment des régions riches en mines d'or. À l'est, il avance son influence le long du fleuve Niger jusqu'aux portes de Gao. Et à l'ouest, il pousse les limites de son empire vers les rivages de l'Atlantique, dans la région qu'on appelle la Sénégambie. Mais Sundiata ne se contente pas de soumettre. Pour assurer la pérennité de son empire, il le structure. En fait, l'Empire du Mali est une confédération de provinces ou de royaumes, avec à leur tête un gouverneur local qu'on appelle Farin ou Farba. C'est lui qui était responsable de la collecte des taxes et de la gestion des affaires locales, le tout sous l'autorité directe du Mansa. En échange de la reconnaissance et de la fidélité à l'autorité impériale, les chefs de province gardaient donc une certaine autonomie. Mais quand Sundiata Keita meurt vers 1255, il laisse derrière lui bien plus qu'un vaste territoire. L'Empire du Mali est déjà doté d'un système politique solide, mais il est surtout doté d'une légende fondatrice qui unit les clans ouest-africains sous une même bannière. Mais si Sundiata a bâti les fondations, ce sont bientôt ses successeurs qui reprennent la construction et qui feront briller l'Empire du Mali dans tout le monde connu. L'histoire africaine n'échappe pas à une règle constante de l'histoire en général. Fonder un empire est une chose, mais le maintenir, c'en est une autre. Et même si Sundiata laisse derrière lui un empire déjà immense, cet empire reste jeune et donc fragile. Et c'est son fils, Wali Keita, qui hérite de la lourde tâche de lui succéder en prenant le nom de Mansa Oulé. Son règne dure une quinzaine d'années, donnant une certaine stabilité à l'Empire, et dès son ascension sur le trône, Mansa Oulé poursuit l'œuvre de son père. Il renforce l'autorité impériale dans les provinces et il étend l'influence du Mali vers l'est, notamment en prenant la ville de Gao. Ces terres, situées dans ce qu'on appelle la boucle du fleuve Niger, sont hautement stratégiques. En plus de contrôler une partie du commerce fluvial, elles sont également une débouchée des routes commerciales transsahariennes. Mais Mansa Oulé est également connu pour être le premier empereur malien à entreprendre le Hajj, le pèlerinage vers la Mecque. Et cet événement témoigne d'une réalité importante. Dès le XIIIe siècle, l'islam est déjà solidement implanté dans les élites maliennes. Les cours royales, les marchands, les intellectuels se rattachent tous à ce vaste réseau culturel et religieux qui lie déjà le Sahel et l'Orient. Bon, faut pas non plus s'y tromper, l'islam cohabite encore avec des traditions religieuses locales ou bien des cultes animistes. Le Mali est en réalité à ce moment-là une combinaison de doctrines où l'on peut à la fois prier Allah et honorer l'esprit des ancêtres. Et c'est d'ailleurs au cœur de cette cohabitation religieuse qu'on retrouve le rôle des marabouts. Ces lettrés musulmans, à la fois savants, guides spirituels mais aussi conseillers politiques, occupent une place importante dans la société malienne. Ils relient le Mali au vaste monde musulman, notamment en encadrant les pratiques religieuses, tout en s'ancrant quand même dans les réalités locales, en entretenant les cultes traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Le règne de Mansa Oulé est donc une période où l'empire se structure autour d'une organisation politique durable. Son territoire s'étend, l'autorité du Mansa est respectée, et même si l'équilibre reste fragile, Oulé tient les rênes. Mais à sa mort, le tableau s'assombrit. Ses frères, Mansa Wati puis Mansa Khalifa, les fils adoptifs de Sundiata, lui succèdent. Leurs règnes seront courts et troublés, au point que les sources ne mentionnent que très peu de choses à leur sujet. La tradition orale garde une image de souverains faibles, parfois brutaux, incapables de maintenir la même stabilité que leurs prédécesseurs. Khalifa finira même par être renversé par le Gbara, une sorte de conseil des sages ou d'assemblée composée des hauts dignitaires de l'Empire, chacun représentant un clan ou un corps social particulier, qu'il soit civil, militaire ou religieux. Bien sûr, à ce moment-là, le pouvoir reste centralisé dans les mains du Mansa, mais le Gbara peut le conseiller, approuver ses décisions ou le contester quand celui-ci ne répond pas aux attentes de l'Empire. Bon, après la chute de Khalifa, l'Empire a besoin de stabilité. Pour la première fois, le Mansa n'est pas issu du clan Keita. C'est un ancien esclave affranchi qui réussit à prendre le pouvoir. Contre toute attente, Sakura parvient à mettre fin à la crise de pouvoir que traverse le Mali. Après être devenu Mansa vers 1285, en fait Sakura rétablit l'autorité de l'Empire dans les provinces qu'il avait contestées et il se révèle être un chef de guerre redoutable. Il mène des campagnes victorieuses contre le royaume du Tekrour à l'ouest, il soumet les tribus Touaregs de l'est ou les tribus Maures au nord, et il accroît même sa domination sur le commerce vers le Maghreb.
Lui aussi entreprendra un pèlerinage vers la Mecque, mais sur le chemin du retour, il est assassiné par des pillards du Sahara, une fin brutale qui laisse de nouveau l'Empire sans continuité claire. Le pouvoir revient alors au clan Keïta. D'abord avec Mansa Gao, dont le règne est obscur et très peu documenté, puis avec son fils Mohamed ibn Gao, pas vraiment plus connu que son père. Et à cette période, émerge une figure mystérieuse, quasi légendaire et encore sujette à beaucoup de débats aujourd'hui. On est alors aux alentours de 1310 quand un certain Aboubakari II devient Mansa de l'Empire du Mali. La légende raconte que son ambition dépassait largement les frontières de son empire. Fasciné par l'océan, Aboubakari n'a qu'une seule obsession, savoir ce qu'il se trouve au-delà. Alors il fait construire une flotte immense, plus de 200 navires qu'il envoie traverser l'Atlantique. En fait, un seul bateau serait revenu avec un équipage qui raconte que tous les autres ont été engloutis par un fleuve puissant au milieu de l'océan. Aboubakari ne tremble pas, il fait construire une nouvelle flotte, 2000 navires cette fois, qu'il remplit de guerriers, de marins, de vivres, d'eau et d'or. Il laisse le trône à son frère, prend les commandes de son armada, puis disparaît, avalé par l'océan. Finalement, personne ne le revoit jamais, certains disent qu'il a péri dans les flots de l'Atlantique, et d'autres qu'il a atteint des terres inconnues, bien avant que les Européens ne parlent d'un nouveau monde. Bon, quoi qu'il en soit, cette histoire du Mansa navigateur continue de faire rêver. Sauf que cette histoire, aussi belle soit-elle, repose sur des fondations fragiles. Les traces d'Aboubakari dans les sources, orales comme écrites, sont très minces, presque fantomatiques. L'existence même d'Aboubakari II, elle est contestée par certains historiens spécialistes de l'Afrique. Bref, tout ça c'est compliqué, c'est encore aujourd'hui très débattu par la communauté historienne, mais même si c'est incertain, ça reste fascinant quand même. Ce qui est beaucoup plus sûr en revanche, c'est que pendant qu'Aboubakari disparaît dans les brumes de l'Atlantique, un autre Mansa est sur le point d'écrire la page la plus éclatante de l'histoire de l'Empire du Mali. Son nom, encore aujourd'hui, reste associé à l'image de l'homme le plus riche de tous les temps. Il est temps de parler de Mansa Moussa. C'est le plus connu des souverains africains du Moyen-Âge et il incarne à lui seul l'apogée de la puissance et du prestige de l'Empire du Mali. Mansa Moussa a non seulement marqué son époque par sa richesse inégalée, mais aussi par sa piété, son leadership éclairé et puis sa sagesse politique. Lorsqu'il monte sur le trône vers 1312, l'Empire du Mali est déjà vaste, riche et redouté. Dès son arrivée au pouvoir, Mansa Moussa s'attache à consolider les acquis et à faire respecter l'autorité centrale. Il s'attaque par exemple aux nomades du Sahara, trop portés sur le pillage et sur les révoltes. C'est eux qui, quelques années auparavant, et on en a parlé tout à l'heure, avaient assassiné le Mansa Sakura lors de son retour de pèlerinage. Un meurtre qui est évidemment resté dans la tête du nouveau Mansa qui lui déjà prépare son propre voyage vers la Mecque. Pendant le règne de Mansa Moussa, le Mali atteint son apogée. L'empire s'étend de la côte atlantique jusqu'aux confins du fleuve Niger. Les routes commerciales reliant l'Afrique du Nord battent leur plein, le commerce de l'or, du sel, de l'ivoire et des esclaves enrichit considérablement cet empire déjà prospère. Mais ce qui va le propulser dans la légende, c'est son fameux pèlerinage en 1324. Pour un souverain musulman, le Hajj, c'est une obligation spirituelle. Mais Moussa va en faire une démonstration de puissance et de richesse sans équivalent. Selon les chroniqueurs arabes, le Mansa malien prend la tête d'un cortège de plus de 60 000 hommes. Des soldats pour protéger le convoi, des serviteurs et des esclaves pour le servir, des dignitaires et des lettrés l'accompagnent, mais surtout des centaines de caravanes chargées d'or. Ce voyage n'est pas que spirituel et religieux, il inclut de nombreux objectifs pour Mansa Moussa, à la fois économiques, politiques et diplomatiques. C'est l'occasion d'affirmer le prestige et la crédibilité de l'Empire du Mali bien au-delà des frontières africaines, à la fois dans le monde méditerranéen et dans le monde musulman. Et c'est pour ça que l'empereur malien fait escale au Caire, en Égypte, pour rencontrer le sultan mamelouk Al-Nasir Muhammad, qui le reçoit comme un invité prestigieux. À cette époque, le Caire, c'est la capitale culturelle de l'islam, en plus d'être la plus grande ville du monde en dehors de la Chine. C'est donc une opportunité rêvée de marquer les esprits. Le roi du Mali se met donc à distribuer de l'or, au point de bouleverser l'économie locale. Le prix du métal précieux chute brutalement et mettra plus de 10 ans à retrouver sa valeur initiale. C'est l'un des premiers exemples documentés dans l'histoire d'un souverain qui à lui seul influence un marché international tout entier. Son passage au Caire provoque une stupeur immense. Les chroniqueurs arabes de la ville le décrivent comme un homme très pieux, généreux et d'une magnificence inouïe.
C'est un événement qui combine le prestige, la diplomatie et le choc économique. Le Mali est alors reconnu comme une puissance parmi les grands États musulmans de l'époque. Grâce à son voyage, Mansa Moussa parvient à inscrire son empire dans la grande communauté musulmane, l'Oumma, tout en affirmant son statut de souverain indépendant et égal aux autres. Bon, son nom finira même par traverser les continents puisque Mansa Moussa apparaît dans l'Atlas catalan, qui est un chef-d'œuvre cartographique réalisé en 1375 et qui est offert au roi de France de l'époque, Charles VI. On y voit Mansa Moussa qui est représenté avec des attributs régaliens européens, le trône, la couronne et le sceptre de lys, qui témoignent de l'aura qui l'entourait, même au-delà de l'Afrique ou du monde musulman. Le globe d'or qu'il tient dans la main, symbole de sa richesse, montre bien à quel point ce roi impressionne le monde, même jusqu'en Europe. À son retour de pèlerinage, Mansa Moussa ne se contente pas de ramener du prestige. Il ramène avec lui des érudits, des architectes, des artisans venus de tout le monde musulman. Sous son impulsion, l'Empire se couvre de monuments qui incarnent une nouvelle identité, à la fois sahélienne et islamisée. C'est à cette époque par exemple que se développe le style architectural soudano-sahélien qui mêle tradition locale et inspiration maghrébine. C'est un style qu'on reconnaît facilement avec l'utilisation du banco, un mélange de terre crue et de paille. Des édifices majeurs, encore debout aujourd'hui, vont alors voir le jour. C'est le cas de l'université de Sankoré, c'est le cas de la mosquée de Djingareber à Tombouctou, construite en l'an 1325, et c'est aussi le cas de la fameuse grande mosquée de Djenné, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur les merveilles du monde médiéval. D'ailleurs, en parlant de Tombouctou, elle devient un véritable symbole, c'est à la fois un centre culturel et un carrefour commercial important. Ses enseignements islamiques attirent des érudits du monde entier, rivalisant avec le Caire ou même Bagdad, et sa prospérité économique suscite l'intérêt des marchands de Venise, de Gênes ou bien même de Grenade qui viennent y faire du commerce et vendre des produits manufacturés contre de l'or malien. Tu l'auras compris, le règne de Mansa Moussa, c'est donc une période de paix, de prospérité et d'épanouissement à la fois culturel et religieux. Il a consolidé la puissance de son empire, mais il a aussi laissé une marque durable dans l'histoire africaine tout entière. Mais évidemment, tout apogée porte en elle les germes de ses difficultés. Lorsque Mansa Moussa meurt, probablement aux alentours de 1337, l'empire du Mali est à son zénith. C'est un empire immense, riche, respecté et reconnu. Pourtant, derrière cette image de grandeur, le Mali reste un colosse fragile. Son immensité repose sur une mosaïque de peuples difficiles à unifier, ses riches routes commerciales dépendent de l'équilibre géopolitique et sont menacées par la concurrence des puissances voisines, et son pouvoir royal reste tributaire de la loyauté des royaumes vassaux. Mansa Moussa laisse derrière lui un empire glorieux, mais ses successeurs héritent d'un trône difficile à porter, et rapidement, des failles commencent à apparaître. On est quasiment à la fin de la vidéo, donc si t'es resté jusque là, c'est que t'as probablement bien aimé. N'hésite pas à mettre ton petit like et à t'abonner, ça fait hyper plaisir. Après la disparition de Mansa Moussa, c'est son fils Magan qui hérite du trône, et pendant son court règne, l'empire reste prospère, mais le prestige commence déjà à décliner. Magan disparaît rapidement, il laisse la place vers 1341 à son oncle, le frère de Mansa Moussa, Mansa Souleymane. Bon, lui, il parvient à maintenir un semblant de stabilité. Il est décrit comme un empereur énergique, soucieux de maintenir l'ordre. Il fait la guerre, il punit les rébellions, et pour un temps, l'empire tient encore debout. Mais à sa mort, vers 1360, une première guerre de succession éclate entre ses héritiers. Kassa, son fils, est opposé à Mansa Jata, son neveu, qui finit par remporter la guerre. Mais Jata se révèle rapidement être un souverain dépensier et malade, qui fragilise le pouvoir malien. Peu à peu, le Mali ne parvient plus à contenir les révoltes ou à empêcher l'émancipation de certains territoires, comme l'empire Jolof. Son successeur, Moussa II, tente de relever financièrement l'empire, mais son règne est surtout marqué par les premières incursions contre l'empire du Mali. Profitant de son affaiblissement, des royaumes voisins commencent à tester les forces maliennes. Et à l'est, un ancien royaume vassal commence d'ailleurs à devenir très inquiétant, le Songhai. Bon, au cours du XVe siècle, les failles s'agrandissent. Les crises dynastiques se succèdent, les luttes pour le trône sont de plus en plus sanglantes. Chaque nouveau Mansa doit reconquérir son autorité par les armes, oubliant de défendre l'empire contre les menaces extérieures. Et profitant de la situation, les Touaregs s'affirment et reprennent progressivement le contrôle des voies commerciales. En 1433, ils vont même jusqu'à lancer une invasion et capturent des villes d'importance, dont Tombouctou.
L'économie malienne, pourtant si puissante dans le passé, est alors anéantie. Puis vient le choc décisif. Vers 1464, un homme prend le pouvoir chez les Songhai, Soni Ali Ber. Le royaume Songhai prend racine dans la ville de Gao, sur les rives du fleuve Niger. À la base, il s'agissait d'ailleurs de l'empire de Gao, mais celui-ci a été soumis par Mansa Sakura à la fin du XIIIe siècle. Profitant de l'affaiblissement de l'empire du Mali, les Songhai vont progressivement monter en puissance et s'indépendantiser. Et c'est à ce moment-là que Soni Ali Ber devient roi. Très vite, le nouveau souverain Songhai se révèle comme un chef de guerre redoutable qui fait des anciennes possessions maliennes sa cible principale. En 1468, il prend le contrôle de Tombouctou, puis de Djenné et fait de son royaume le nouvel empire dominant en Afrique de l'Ouest. Avec la perte de ses cités commerçantes et savantes, le Mali est dépossédé de son rôle de carrefour commercial dominant la région. Désormais, c'est le Songhai qui domine, tandis que le Mali s'écroule lentement. Dans les décennies qui suivent, le Mali n'est plus qu'une ombre, réduit à un royaume régional, dépossédé de ses provinces, menacé par ses voisins et incapable de rivaliser avec l'ogre Songhai. Et comme si cela ne suffisait pas, cette période de déclin coïncide avec l'arrivée des Portugais sur les côtes africaines. En établissant des comptoirs sur les côtes atlantiques, les Portugais détournent progressivement le commerce des routes transsahariennes. L'or, les marchandises, mais surtout les esclaves, passent désormais par la mer, c'est moins long et c'est moins risqué que par le désert. Les royaumes côtiers sont donc renforcés, et ce au détriment des royaumes intérieurs comme le Mali, qui continuera inexorablement à décliner tout au long du XVIe siècle, ne devenant plus que l'ombre d'un empire qui a pourtant dominé l'Afrique de l'Ouest. Fondé par Soundiata Keïta, consolidé par ses successeurs, sublimé par Mansa Moussa, l'Empire du Mali a été pendant près de 2 siècles le cœur battant de l'Afrique sahélienne. Mais comme beaucoup de puissances dans l'histoire, le Mali a connu la fragilité des colosses et il s'est effondré sous son propre poids, grignoté par le temps, par les rivalités ou par la concurrence de voisins ambitieux. Il s'est effrité lentement jusqu'à redevenir un royaume parmi d'autres. Pourtant, son héritage demeure, que ce soit dans les mosquées de Djenné ou de Tombouctou, ou bien dans les chants des griots qui perpétuent le souvenir de l'épopée de Soundiata Keïta. Le Mali, ça n'est pas que le simple souvenir d'un empire disparu, c'est la preuve éclatante que l'Afrique médiévale a été un centre de richesse, de culture et de puissance qui a fait rêver jusqu'aux cartographes européens. Alors la prochaine fois qu'on te dit que l'Afrique n'est qu'une histoire de colonisation, d'esclavagisme ou de dépendance, souviens-toi de ces caravanes dans le désert. Souviens-toi de ce roi qui a bouleversé l'économie de la plus grande ville du monde à son époque en distribuant de l'or. Souviens-toi de cet empire qui un temps a été l'un des plus puissants du monde.